Le bulletin d'information Une affaire de Régis Kofi. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le Burkina Faso a annoncé hier jeudi la rupture de ses relations avec Taïwan, un changement majeur pour la diplomatie burkinabé qui entretenait une coopération privilégiée avec Taïwan depuis 1994 au détriment de ses relations avec la République populaire de Chine. Tiemoko Dirasuba. C'est une révélation de l'hebdomadaire Jeune Afrique selon une source gouvernementale à Ouagadougou. La décision était dans les tuyaux depuis près d'un an. Elle a été officialisée ce jeudi par Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères. Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan. Et celle-ci avait été instaurée en 1994 par Blaise Compaoré, faisant du Burkina l'un des pays africains à reconnaître l'indépendance de l'île asiatique revendiquée depuis plus d'un demi-siècle par la République populaire de Chine. L'évolution du monde et les défis socio-économiques actuels de notre pays et de notre région recommandent que nous reconsidérons notre position, a expliqué Alpha Bari pour justifier la décision de son gouvernement et de son président Roch-Marc Christian Kaboré. En clair, Ouagadougou entend désormais se rapprocher de Pékin, déjà très présent sur le continent, plutôt que de continuer sa coopération avec Taipei, la capitale taïwanaise. Selon le chef de la diplomatie burkinabé, les dispositions nécessaires vont être prises pour fermer les ambassades des deux pays dans leurs capitales respectives. Cette annonce du gouvernement burkinabé a par ailleurs amené le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, à présenter publiquement sa démission. Face à l'offensive diplomatique et aux nombreux investissements de la République populaire de Chine sur le continent, Taïwan voit ses alliés africains lui glisser entre les doigts les uns après les autres ces dernières années. Avant le Burkina Faso, c'était le Malawi en 2008, la Gambie en 2013 et Sao Tomé et Principe en 2016 avaient rompu leurs relations diplomatiques avec le rival de Pékin. Aujourd'hui, le Swaziland, où la présidente taïwanaise s'est rendue au mois d'avril dernier, est le dernier pays africain à lui être encore fidèle. De récents affrontements entre groupes d'autodéfense ont fait plusieurs victimes en Centrafrique. Face à cette situation, la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, a décidé d'ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités, nous dit Ange Kouadio. 12 personnes ont été tuées lors de violences dans le quartier de PK5, à Bangui, la capitale centrafricaine. Et les affrontements continuent de faire des victimes entre les milices antagonistes des quartiers voisins du PK5 et de Fatima. À l'origine de ce heurt, 2 hommes armés qui ont lancé des grenades en direction des groupes d'autodéfense du PK5, alors que le marché battait son plein. 2 personnes sont mortes lors de ce premier incident. En représailles, alors que les tensions sont toujours vives dans le quartier, plusieurs membres de ces groupes d'autodéfense ont commis des exactions contre les habitants du quartier de Fatima, un quartier déjà endeuillé le 1er mai dernier après l'attaque d'une église qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. Lors de ces représailles, plusieurs personnes ont perdu la vie. Le chef d'un des quartiers du PK5 aurait été égorgé, a indiqué ce jeudi le chargé des affaires civiles et politiques au comité de prévention de crise, Antoine Mbaobogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. Dénombrait 12 victimes lors de ces nouvelles violences. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a de son côté promis l'ouverture d'une enquête. On part au Mali où on est sans nouvelles toujours du préfet de Ténenkou, enlevé depuis le 8 mai dernier. Les familles du préfet et de son chauffeur enlevés avec lui sont dans l'angoisse totale. Adama Bakayoko. Cela fait plus de 2 semaines que Makan Doumbia, le préfet de Ténenkou, une localité du centre du Mali, a été enlevé. Ses ravisseurs et ceux de son chauffeur kidnappé avec ont fait savoir qu'ils appartenaient à la Katiba Peul du prédicateur Hamadou Koufa, mais depuis, aucune preuve de vie des 2 hommes n'a été diffusée. La libération de 2 enseignants de Ténenkou enlevés il y a 1 semaine et relâchés après 24 heures alimente l'inquiétude. Aucune photo, aucune vidéo. Les familles du préfet et de son chauffeur sont sans nouvelles depuis le 8 mai, jour de leur enlèvement. Dès le lendemain, un homme a cependant réussi à parler aux ravisseurs au téléphone. Sans demander de rançon, ils auraient simplement déclaré « Le préfet ne connaît pas le Coran, nous allons lui apprendre à prier ». Plus aucune nouvelle de Makan Doumbia et de son chauffeur. Alors, question, y a-t-il des négociations en cours? Une demande de contrepartie en échange de leur libération, pas à la connaissance des proches des otages qui se disent inquiets. L'angoisse est d'autant plus grande que les ravisseurs de 2 enseignants qui travaillaient eux-mêmes à Ténenkou ont été très clairs.
Si les enseignants ont été relâchés après 24 heures, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'une seconde chance. S'ils avaient travaillé pour l'administration ou pour l'armée, aucune discussion n'aurait été possible, ont précisé les preneurs d'otages. Des propos qui font craindre le pire, confiait mercredi un élu local de Ténenkou, inquiet pour le préfet et son accompagnateur, inquiet aussi pour l'avenir de la région où les attaques de voyageurs sont de plus en plus fréquentes. Le Kenya s'apprête à devenir un pays exportateur de pétrole. À partir du 3 juin, du pétrole sera extrait du sous-sol du Turkana dans le nord du Kenya et transporté par camion jusqu'au port de Mombasa sur la côte. Denise de la Fafiette nous en parle. Presque 30 ans après la découverte de pétrole dans cette zone et alors que le projet suscitait des tensions. C'est un accord entre le gouvernement central et le comté du Turkana qui a débloqué la situation. Les revenus du pétrole seront partagés, 75% pour Nairobi, 20% pour le comté et 5% pour les communautés locales. Ce compromis met ainsi fin à plusieurs mois de tensions. Les habitants du Turkana craignaient d'être laissés pour compte. Certains menaçaient même de bloquer les convois de brut. À partir du 3 juin, 2000 barils seront donc extraits du bassin de Lokishar et transportés par camion sur près de 1000 km jusqu'au port de Mombasa. Dans 4 ans, les 750 millions de barils que referme le sous-sol du Turkana commenceront à être acheminés jusqu'à la côte par un pipeline financé surtout par un groupe français. Selon un économiste, le projet a du sens même s'il comporte des risques. Ces exportations vont apporter des recettes qui aideront à recouvrer l'importante dette publique du pays. Mais à terme, un problème de rentabilité pourrait survenir, explique l'expert. En effet, le pétrole kényan est situé loin des côtes. Visqueux, il faudra le chauffer durant son acheminement. Il sera donc cher à exporter. Par ailleurs, les réserves du pays sont trop faibles pour permettre à Nairobi de peser sur le secteur. Le Kenya sera donc à la merci des fluctuations du marché. D'où l'intérêt de commencer à l'extraire maintenant alors que les prix montent, indiquent les analystes. Au Sénégal, les étudiants sont de nouveau dans la rue. 10 jours après la mort d'un des leurs, Fallou Sène, à l'université de Saint-Louis. C'était lors d'une manifestation pour le versement des bourses qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Depuis, les campus sont en ébullition à Saint-Louis, mais aussi à Ziguinchor ou encore Dakar. Les étudiants ont marché pour rendre hommage à leurs camarades et réclamer la justice. Sorosita. Larmes de tristesse, de colère, de lutte, 2000 étudiants se sont retrouvés très tôt au pied de l'obélix. Une minute de silence a été observée à la demande de Amadou Sarr. Le rouge a été imposé car il est le symbole selon ces étudiants de la lutte, la bataille et le mécontentement suite à la mort de leur camarade Fallou Sène. Les étudiants grévistes veulent la justice pour leur camarade Fallou Sène et doutent pour le moment des promesses de l'État. Car dans le passé, nombre d'affaires ont été étouffées, explique Mamadou Diallo. Depuis 1968, des étudiants meurent suite à des affrontements avec les policiers. En 2001, on a assisté à la mort de Balagay. En 2014, Bassirou Faye. Aujourd'hui, c'est Fallou Sène. Ce sont les mêmes problèmes qui se répètent chaque année. Justice pour Fallou Sène, démission des ministres, notamment de l'enseignement supérieur, remise en état des facultés. La liste des revendications s'allonge et les étudiants comme Mamadou Dian ont bien compris comment faire pression sur le président Macky Sall. En attendant des propositions concrètes du sommet de l'État, les syndicats d'étudiants poursuivent leur mobilisation. Dans les facs, la grève illimitée continue. Merci à toutes et à tous de votre attention.